La collaboration très très belle entre le ministère de la Santé et de la Protection sociale et la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé. Le citoyen met sa vie entre les mains on va dire, d'une IA pour laquelle il n'a aucun recours en cas d'erreur médicale. Le modèle marocain est un modèle extrêmement intéressant où il y a une ouverture sur le privé, où il y a différents modèles. L'heure des experts avec la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé. Bonjour à vous tous, très heureux de vous retrouver, d'autant plus que l'heure des experts s'est déplacée à l'intérieur de l'Office des foires de Casablanca autour d'un thème qui est très symbolique et surtout d'actualité. En tout cas, c'est lieu emblématique au cœur de la grande métropole qui accueille jusqu'au 6 mai ce qu'on appelle le GITEX, le Future Health Africa Morocco. C'est une thématique qui est organisée sous l'autorité du ministère de la Santé en partenariat avec la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé. Ce rendez-vous international qui réunit des décideurs publics, des professionnels, des chefs d'entreprise en matière de technologie et des experts médicaux évidemment autour des enjeux des transformations des systèmes de santé d'une manière globale et en particulier en Afrique. Pour parler de cette thématique, nous sommes avec le professeur Jafar Heikel, directeur général pôle stratégie, développement et relations internationales à la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé. Nous sommes également avec le professeur Saber Boutayeb, directeur général pôle recherche et innovation, toujours au sein de la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé. Je commence par vous, professeur Heikel. Nous sommes le dernier jour de cette rencontre internationale, qu'on se le dise. Que retenez-vous de ces 3 jours pratiquement d'organisation visiblement, ça s'est très bien passé. Oui, tout à fait. Encore une fois, la collaboration très très belle entre le ministère de la Santé et de la Protection sociale et la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé a permis, avec, comme vous l'avez dit, 200 exposants, 40% qui n'avaient jamais mis les pieds au Maroc, de réussir cet événement qui est extrêmement important pour notre pays parce que c'est la première fois que ça se déroule en Afrique et c'est le Maroc qui a été choisi pour cela, c'est de montrer comment les nouvelles technologies de l'information, avec toutes les composantes, on en parlera, vont améliorer les systèmes de santé, l'accès et l'équité. Et je crois que pendant ces 3 jours, tous les acteurs de la chaîne de valeur santé, publics, privés, fondations bien évidemment, ensemble, on a réfléchi, on a montré quel est aujourd'hui le potentiel énorme de l'IA et des nouvelles technologies de l'information. Professeur Boutayeb, justement, est-ce que vous avez ressenti, vous aussi, cette adéquation, j'allais dire, entre les nouvelles technologies et la médecine qui est censée être normalement de vocation ancestrale, traditionnelle? Oui, clairement, dans le sens où, en fait, c'est un GITEX très ancré dans la pratique et c'est ça ce qui est vraiment très beau. C'est-à-dire que lorsqu'on organise ce type d'événement, on s'attend toujours à mesurer son succès par rapport à la réalité des projets qui sont développés. Est-ce que ce sont des projets théoriques? Est-ce que c'est une présence symbolique? Ou au contraire, est-ce que ce beau GITEX aboutit et concrétise de véritables collaborations qui ont déjà démarré, qui vont s'accélérer ou alors qui vont naître ici même au GITEX? Les 200 exposants internationaux sont tous venus avec des projets déjà développés avec des partenaires marocains pour lesquels ils recherchent l'accélération ou ils recherchent le développement vers l'Afrique. Et ceux qui sont venus avec des projets non encore ancrés au Maroc sont venus avec la ferme intention de repartir avec des partenaires. Et pour les gens qui ont été présents au GITEX, ils ont remarqué que le nombre de projets déjà impliquant le Maroc qui sont exposés dans les différents stands est très élevé. Et c'est un excellent indicateur. Et que les projets qui ont fait l'objet de signatures, beaucoup sont soit très novateurs, soit intéressants par le fait qu'ils ont une portée continentale. Alors justement, à propos de collaborations et de conventions qui ont été signées, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est ce que fait la Fondation Mohamed VI. Quel a été son souci? Quel a été le volet prioritaire justement pour pouvoir aboutir à des conventions? Quel a été son aboutissement finalement? Écoutez, d'abord, toutes les conventions ont répondu à la logique de la philosophie de la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé. Le triptyque soins, formation et recherche. D'ailleurs, mon ami professeur Boutayeb lui-même a signé une convention extrêmement importante. L'université a signé et également donc, le pôle soins. Donc
toutes les dimensions du triptyque santé ont été signées de part d'abord la Fondation avec ses différents partenaires, privés ou publics, mais également entre le ministère de la Santé et la Protection sociale et d'autres partenaires, comme par exemple ce qu'a signé le ministère de la Santé avec la CDG. Et donc, c'est important d'avoir également montré durant cet événement les notions de partenariat public-privé, mais plus loin, les notions de partenariat public-public et de partenariat privé-privé. Et donc, ça vous montre encore une fois, le modèle marocain est un modèle extrêmement intéressant, où il y a une ouverture sur le privé, où il y a différents modèles. Nous sommes une voix, la fondation est une voix, comme le public est une voix, comme le privé est une voix VOIE, bien évidemment. Et ça peut être aussi VOX. Oui, d'accord, effectivement. Mais en tout cas, nous avons choisi des modèles et qui aujourd'hui montrent que c'est ça, encore une fois, la caractéristique du Maroc, c'est d'être novateur, à l'avant-garde, y compris dans les nouvelles technologies de l'information. Quand on parle d'université, on pense évidemment à la recherche, aux étudiants. Est-ce que c'est juste la crainte a été exprimée peut-être de tomber dans le piège, de voir les technologies de l'innovation être importées et ne travailler qu'avec des produits importés? Non, pas du tout. Nous avons beaucoup de startups marocaines. D'ailleurs, je vais laisser mon ami professeur Boutaïb en parler. Lui-même, dans son centre de recherche d'innovation, il héberge des startups. Et c'est ça aussi toute la beauté de ce modèle. Il va vous en parler. Il héberge des startups qui sont avec des jeunes, qui sont de l'écosystème de la Fondation, mais d'autres écosystèmes qui ont décidé de choisir notre plateforme. Je laisserai professeur Boutaïb en parler. Oui, pour la recherche avec les jeunes. Allez, vous a passé le relais. Alors, en fait, on a été obligé de faire une sélection parmi les startups hébergées chez nous au sein de la Fondation Mohamed VI des Sciences et de la Santé. Des startups, quelle que soit la nationalité? Alors, ce sont des startups qui sont principalement marocaines ou africaines pour certaines, qui sont dans différentes technologies liées au digital et à l'intelligence artificielle. On a promu les startups les plus brillantes et aussi les plus avancées pour qu'elles soient présentes, qu'elles puissent explorer les autres partenaires, qu'elles soient challengées, parce qu'aujourd'hui aussi, il y a des players mondiaux. Et lorsqu'on s'attaque à des thématiques, il faut bien faire un benchmark. Le benchmark peut être complètement théorique, comme il peut être vraiment ancré dans la réalité du terrain. Un jeune start-upper qui a au-delà d'une idée, qui a déjà une entreprise, il est très important pour lui, au-delà de voir les partenaires, il doit apprendre aussi comment se fait le développement pour passer d'une petite pousse à une start-up de calibre national vers une start-up de calibre international, voire une licorne. C'est vraiment priceless. Le fait que ce type d'événement qui d'habitude a lieu dans des pays connus pour héberger, on va dire, des plateformes technologiques de pointe. On parle de Singapour, de la Silicon Valley, etc., etc. Ramener ce genre d'événement ici au Maroc, spécialement dans le domaine de la santé, permet aussi à beaucoup de jeunes pousses, de jeunes entrepreneurs, mais aussi, j'allais vous dire que beaucoup de participants ne sont pas encore au stade d'entreprise. Ils ont un savoir-faire, ils ont une idée, ils ont un projet. Ils sont domiciliés pour beaucoup dans des universités publiques ou des universités de la Fondation ou autres. Et ils viennent ici pour avoir un partenaire. Et j'ai été vraiment ravi de voir que certains d'entre eux sont repartis, soit avec de réelles collaborations, voire même des contrats pour ceux qui sont on va dire les plus avancés, ou au moins pour une promesse d'accompagnement encadré. Et ce point est extrêmement intéressant pour notre jeunesse. Professeur Boutaïb, depuis tout à l'heure, on parle de recherche, d'innovation. On s'éloigne un tout petit peu du volet médical. Est-ce que les deux entités, j'allais dire, entre guillemets, parviennent finalement à s'entendre, voilà, et à travailler ensemble? Est-ce que l'un ne va pas, entre guillemets, là aussi, tuer l'autre? Non, pas du tout. Alors, je vous explique la logique d'organisation au sein de la Fondation Mohamed VI des Sciences et de la Santé. C'est vraiment une très belle logique. Il y a une logique verticale, donc un métier à développer. Les soins, c'est les hôpitaux. La formation, c'est l'université. Il y a la recherche et l'innovation, mais elles ne sont pas en silo. Déjà, il y a tout un pôle dirigé par mon ami professeur Jafar Al-Heikel qui est à la fois transversal et stratégique, qui assure que tout projet doit d'abord être partagé dès le stade de l'idéation avec les autres
pôles de la Fondation. Aujourd'hui, un projet peut naître dans le pôle santé, soins, et intéresser fortement la partie universitaire ou la partie recherche. Donc, je peux vous assurer que si on voit la liste des projets, des startups, quasiment, de mémoire, il n'y en a aucune qui est cloisonnée dans un seul département de la Fondation. C'est cette logique à la fois de décloisonnement, mais aussi de prise de responsabilité, parce que l'organisation en pôle, elle est importante pour qu'on puisse aller, non pas uniquement de façon superficielle, mais vraiment en profondeur dans la gestion et éviter, vous savez, dans la recherche et l'innovation, la hantise mondiale, pas spécialement au Maroc, c'est ce qu'on appelle la vallée de la mort. C'est-à-dire qu'on va avoir des idées, on va avoir un prototype, où on va avoir déjà, on va dire, de la matière qui est intéressante, mais tellement le monde est concurrentiel, tellement il évolue rapidement, qu'on peut même avoir le financement, mais rater le coup. Donc, c'est là où il y a une valeur qui est extrêmement importante, qu'on retrouve au niveau du GITEX, qu'on retrouve au niveau de cette démarche commune entre la Fondation et le ministère, qui est la pédagogie, qui n'est pas oubliée. Vous allez voir, comme vous avez pu le voir au sein du GITEX, il y a eu beaucoup de présentations. C'est vrai, il y a les présentations magistrales, il y a plein de petits workshops qui ont permis justement aux plus jeunes de poser leurs questions, de challenger leurs projets et de chercher ce qu'on appelle aujourd'hui les mentors. Et ces mentors-là sont d'un coût inestimable parce qu'ils permettent justement aux jeunes chercheurs, aux jeunes entreprenants dans le secteur de la santé, qu'ils soient du métier médical ou des autres métiers, ingénieurs, etc., de ne pas reproduire les erreurs qui sont fatales. Professeur Heikel, et l'éthique dans tout ça? Ça, c'est la question que j'ai beaucoup entendue durant ces 3 jours de GITEX. L'éthique, parce qu'il a beaucoup été question de robotique aussi. Et quand il s'agit de responsabilité, à qui cela incombe généralement? Est-ce que c'est le robot? Est-ce que c'est l'élément humain? Comment ça va s'unir tout simplement dans le travail des uns et des autres? Alors d'abord, nous, le professeur Boutaïm et moi-même, qui sommes médecins, l'éthique, elle doit toujours être là. Bien avant les nouvelles technologies de l'information, où l'éthique doit nous driver. C'est ce qui doit nous conduire notre façon de faire notre métier. Mais dans 10, 20 ans, 15 bien ans, sûr, voilà. Avec les nouvelles technologies de l'information, avec la robotisation, etc., ce ne sont pas nos ennemis, ce sont nos atouts. Avoir de la robotique, avoir de l'IA, ça va être un outil supplémentaire pour dépister. Et le professeur Boutaïb travaille dans le centre de médecine de précision qu'il coordonne. Et on peut aller plus vite, dépister plus vite, faire du diagnostic plus rapidement, optimal, réduire la durée de prise en charge et l'optimiser. Et il y aura un moment où cet outil, il n'est pas parfait. Alors si je vous disais, je vous mentirais, je veux dire que quel que soit l'outil, et partout dans le monde, que vous soyez aux États-Unis, au Japon, en France, en Allemagne, au Maroc, évidemment, est-ce que l'erreur est possible? Est-ce que la fiabilité est 100%? Je serais malhonnête de dire oui, c'est 100%. Il peut y avoir. La responsabilité revient toujours, encore une fois, à ceux qui ont créé. Et ce n'est pas l'IA qui a créé l'être humain. C'est l'être humain qui a créé l'IA. Et donc, il va falloir de façon intelligente et de façon raisonnée, éthique et déontologique, faire en sorte que chacun assume ses responsabilités. L'outil lui-même va assumer ses responsabilités en tant que technique, mais nous devons assumer nos responsabilités en matière d'éthique et de déontologie dans l'utilisation de l'outil à des fins de prise de décision. L'IA, justement, c'est le produit miracle dans un pays comme le Maroc. Pratiquement 70% de la population relève du milieu rural. On a beaucoup entendu parler, effectivement. C'est l'IA qui devient pratiquement un produit de secours. L'IA est évolutive. L'IA, c'est un tête de chapitre. Donc, si on prend aujourd'hui... sans citer certaines solutions, elles ont en fait remplacé les moteurs de recherche qu'utilisaient avant les citoyens. On utilisait, même dans le monde rural, utilise Google pour faire une recherche. Aujourd'hui, on utilise divers types d'IA. Mais je voudrais vraiment dire et parler d'abord aux citoyens que nous sommes aujourd'hui autour de cette table et les auditeurs qui nous écoutent. Chacun d'entre nous, en tant que citoyen, s'il a la garantie que l'IA ou les dispositifs de santé
ne sont pas dans le secteur informel, et c'est quelque chose que je dis, je redis, qu'elles ont un tampon, que ce tampon est à la fois éthique, que le projet a démarré par une soumission à un comité d'éthique. Nous, on l'exige absolument, qu'on a respecté les normes de l'autorité marocaine, la CNDP, chose que nous respectons systématiquement au sein de notre fondation, que cette IA a d'abord été testée dans une phase test et que les résultats qu'elle a donnés ont été mesurés. C'est fondamental. Aujourd'hui, beaucoup de citoyens vont challenger leur médecin ou leur pharmacien et ils vont venir vers lui, parfois même avec un diagnostic établi par l'IA. Et ils vont demander uniquement une ordonnance. Cette IA peut être excellente, mais si elle a été validée en population caucasienne ou chinoise, qu'elle n'a pas tenu compte de nos particularités. Je vais donner un exemple qui va parler beaucoup, encore une fois, aux auditeurs. Pour ceux d'entre eux qui ont fait des analyses sanguines, ils vont voir, par exemple, pour l'urécréatinine, pour la mesure du fonctionnement des reins, on trouve souvent, est-ce que on considère que le sujet est caucasien ou africain, etc., etc. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle les différences interpopulationnelles, avant même d'arriver à la médecine de précision, sont capitales. Une radiographie de poumon pour détecter un cancer ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'une IA qui est entraînée dans un pays où il n'y a pas de tuberculose va marcher dans un pays où il y a de la tuberculose, où il y a une prévalence de maladies infectieuses? C'est pour ça qu'aujourd'hui, collectivement, on défend que toute IA à but médical qui rentrerait dans le territoire marocain doit faire l'objet d'une investigation, d'une évaluation. Et ce qui est bien, c'est que ce type d'évaluation, ce n'est pas comme le médicament où ça coûte très très cher. Aujourd'hui, pour évaluer un outil d'IA, notamment ceux qui sont à l'étape diagnostique, c'est quelque chose qui est monnaie courante dans nos hôpitaux et tout. Encore une fois, le côté éthique est au centre des préoccupations des différents intervenants et on voudrait de plus en plus qu'il y ait une prise de conscience sociétale pour qu'il n'y ait pas de dérive à l'utilisation de l'intelligence artificielle et qu'on n'ait pas un monde virtuel où on soigne, où on traite, qui soit hors contrôle et où le citoyen met sa vie entre les mains on va dire, d'une IA pour laquelle il n'a aucun recours en cas d'erreur médicale. Quand on parle de l'IA sous son aspect informel, comme cela a été évoqué il y a un instant par le professeur Bouteb, cela donne quoi pour un patient, par exemple? Parce que j'imagine que c'est un danger permanent et c'est un danger auquel il faut s'attaquer dès maintenant. C'est très très bien d'insister sur ça. Il peut y avoir des dérapages et quand je dis dérapage, c'est un mot bien gentil. Il peut y avoir des choses extrêmement graves qui peuvent se passer si l'IA n'est pas utilisée à bon escient. Et c'est pour ça qu'encore une fois, professeur Boutaïb l'a bien dit, il faut un comité d'éthique, c'est obligatoire, et il faut tester par rapport à la population. Il l'a bien dit, par exemple, la tuberculose, il y a à peu près 30 000 nouveaux cas chaque année au Maroc. C'est absolument pas le cas en Suède ou en Norvège. Nous avons des pathologies infectieuses ou autres qui n'ont pas la même prévalence dans des pays. Et donc l'IA, et il l'a très bien dit au Stade Boutaïb, c'est à la base de quoi? Il lui faut de la data, pour se nourrir, il lui faut de l'info, pour qu'elle puisse traiter des millions d'images ou des millions de données pour pouvoir nous aider ensuite à prendre les bonnes décisions. Mais si la data est fausse, si la data n'est pas fiable, si la data n'est pas existante, eh bien vous allez vous retrouver avec un outil IA qui peut être même dangereux. Dans quel sens? Où il peut vous induire totalement en erreur pour prendre des décisions qui vont parfois mettre en jeu le pronostic fonctionnel ou vital d'un patient. Donc c'est pas un jouet, c'est pas du gaming. L'IA, c'est pas un joujou. Ça reste un outil extrêmement important. Il faut qu'on l'ait. Attention, il ne faut pas non plus aller être moralisateur en disant non, on n'a pas besoin. Non, on a besoin de l'IA. Elle est fondamentale. Elle va nous aider. Elle va améliorer les choses. Mais il faut que le côté humain reste. Et dans quel sens? Quand vous allez venir me voir ou voir professeur Boutaïb, je ne vous le souhaite jamais. Je vous souhaite, que vous soyez par amitié, voilà, pour prendre un café, bien évidemment. Il y a le côté humain, Cheikh Hamadi. Oui. Il y a le côté humain. Et ce côté humain, ce que je perçois dans vos émotions, quand vous me regardez et quand vous me parlez, votre expression de visage, l'IA finira par le modéliser à un moment ou à un autre. Mais ce n'est pas toujours la même chose. Il y a des choses que l'on ressent. Et c'est pour ça qu'encore une fois,
ce sont des alliés. L'humain et l'IA sont des alliés. Ce n'est pas des opposants, ce n'est pas des ennemis, bien au contraire des alliés. Mais ces alliés doivent travailler ensemble pour la bonne cause et ne pas travailler au détriment de risques pour un certain nombre donc, Alors, il y a effectivement, apparemment, il y a une bonne greffe entre l'intelligence artificielle et les médecins et le volet médical. Mais est-ce que le volet juridique cette fois-ci, parce que j'imagine que vous attendez beaucoup du gouvernement pour qu'il puisse essayer de déblayer un peu cette situation de façon à ce que vous n'en subissez pas non plus les conséquences et qu'on vous fera assumer les responsabilités. Oui, bien sûr, il faut l'arsenal législatif doit suivre. Attention, il y a beaucoup de choses qui ont été faites au Maroc. Il y a la DGSSI, il y a le CNDP, il y a le Conseil de l'ordre, il y a le code de déontologie, il y a beaucoup de choses. Mais à chaque fois, il faut s'adapter. Pourquoi? Parce que ça évolue très vite. Hein. Ce que nous avions connu, oui. ChatGPT n'existe pas depuis 100 ans. Il existe depuis quelques années. Et puis, déjà, il est dépassé. Et dans 3-4 ans, tout ça encore sera dépassé. Et il faut, par contre, la vitesse d'évolution donc, de l'intelligence artificielle n'est pas la même vitesse des arsenaux thérapeutiques. Juridiques. Ouais. Et donc, il faut que le juridique s'adapte. Si le juridique ne s'adapte pas, il peut y avoir des dérapages. On le voit même des fois dans les réseaux sociaux. On le voit également dans la création d'avatars qui utilisent malheureusement, qui peuvent vous utiliser, qui peuvent utiliser Oustad Sabet, qui peuvent m'utiliser pour induire en erreur les patients dans des fois des décisions thérapeutiques, dans des prises en charge. Et on le voit aujourd'hui, ça ce sont des dérapages. Je ne sais pas ce que tu en penses mon ami aussi pour l'arsenal juridique. Je suis 100% d'accord avec professeur El Heikel. D'ailleurs, quand on parle d'arsenal juridique, je vais me permettre sous son contrôle parce que le champ d'expertise en termes d'économie de santé est vraiment un des champs de compétences et d'excellence du professeur El Heikel. Aujourd'hui, le juridique, l'économique, le métier sont imbriqués. Parce que si on rajoute au juridique le coût d'une IA pour un citoyen, demain, aujourd'hui, beaucoup de solutions IA sont faussement gratuites. Elles sont mises à disposition parce qu'elles sont en phase de maturation, donc elles consomment de la data en ligne. Et la data qui fuit à travers les réseaux sociaux est beaucoup plus importante que celle qui fuirait dans le cadre d'études de recherche ou quelque chose comme ça. Mais sur le plan économique aussi, il faudrait que d'emblée, on puisse se dire, aujourd'hui, dans le modèle de soins, lorsqu'on parle d'une consultation à distance avec un agent conversationnel, en fait, rien n'est gratuit. Et si c'est gratuit, c'est qu'on est nous-mêmes le produit. Et qu'il y a bien quelqu'un qui paye derrière. Ça rejoint, la boucle même économique, rejoint le côté éthique et le côté juridique. Et le risque, c'est soit d'être trop sévère et de faire un arsenal juridique, de faire de l'arsenal juridique un outil de statu quo, chose que ne veut pas faire notre pays. À l'opposé, on peut être dans une démarche de dérégulation et dire, écoutez, aujourd'hui, tout est accessible, laissant tout le monde faire son expérience. C'est la porte ouverte au dérapage après. Surtout, c'est la richesse des réseaux sociaux après. Et franchement, le meilleur garant, c'est d'abord d'impliquer les populations, les associations de patients, former, investir, et c'est un rôle capital des médias, et vous le faites, faire de l'awareness, sensibiliser la population aux dérives, parce que demain, nous-mêmes, chacun d'entre nous, en tant que citoyen, peut prévenir un des proches de ne pas retarder son diagnostic en se faisant des autodiagnostics en ligne. Et moi, en tant qu'oncologue, je peux vous le dire, des fois, c'est vraiment dramatique. On voit des personnes d'un très haut niveau intellectuel qui consultent à un stade tardif avec des métastases. Et la personne nous dit, vous savez, j'avais un nodule sur la peau et j'ai testé avec l'IA il y a 3 ans et elle m'a dit c'est un nodule bénin. Est-ce que la personne est idiote? Non, pas du tout. Elle est très intelligente. Est-ce qu'elle est avec l'air de son temps? Oui, tout à fait, puisqu'elle est partie chercher une solution. Mais là où le hic blesse, ce n'est pas le fait qu'elle a tenté d'utiliser cette IA au début ou comme complément à un diagnostic ou quelque chose comme ça. C'est qu'elle a fait totalement confiance, sans parachute, à ce genre de solution. Donc on a besoin de faire de l'awareness et de dire l'IA
doit être utilisée beaucoup en milieu médical. Et si ça doit être à domicile, elle doit être sous la responsabilité du soignant ou du pharmacien ou des Voilà. autorités Est-ce que cela, sanitaires. justement, professeur Heikel, cela ne risque pas d'être aussi, l'IA ne risque pas d'être un peu j'allais dire un peu la paresse du médecin de demain, par exemple, qui va effectivement s'appuyer beaucoup plus sur les données informatiques que sur son propre savoir? Ah oui, c'est un des dangers dont vient de parler le professeur Boutaï, bien évidemment. Encore une fois, il faut l'utiliser, on le dit à chaque fois et avec vous, à bon escient. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le bon dosage, au bon moment, à la bonne quantité et à la bonne durée. Il ne faut pas non plus se gaver d'IA et en disant que c'est l'IA qui va... C'est la panacée. Bien sûr que c'est la panacée. L'IA, elle peut m'aider à faire le diagnostic à Eid Bougmez à distance, mais ce n'est pas l'IA qui va me ramener le médicament à Eid Bougmez ou qui va déterminer quel est le pronostic si je ne lui ai pas donné toutes les informations nécessaires. C'est un outil qu'il faut utiliser. C'est un outil fondamental. C'est un outil nécessaire. Mais j'allais dire, comme on dit dans notre métier, c'est une cause nécessaire, mais pas suffisante. Elle est importante. Et donc, il faut faire attention qu'on ne laisse pas, et c'est ça le danger de certaines personnes qui ne connaissent pas le monde médical, de se fier à l'IA et de rentrer dans des réseaux sociaux ou utiliser certains IA à qui on pose des questions. Et encore une fois, l'IA, je vais vous dire une chose, ça dépend de la question que vous lui posez et le moment où vous lui posez. Vous savez, vous pouvez poser la même question à l'IA, lui reposer 2 heures plus tard, elle va vous donner une réponse sensiblement différente. Donc il faut faire extrêmement attention. Et ce sont des algorithmes, c'est de la gestion de la data et des millions donc de données et qui à chaque fois vont capitaliser sur quelque chose. Donc il faut être prudent. L'utilisation à bon escient, ou sinon, il y a des risques d'abord et avant tout pour les patients, mais il ne faut pas oublier, nous les professionnels de santé, si nous utilisons mal l'IA, aussi nous ferons mal notre travail. On risque de mal faire notre travail en se basant uniquement sur l'IA. Alors pour terminer, je voudrais juste vous poser une dernière question, la même question à tous les deux. L'IA, évidemment, c'est des nouveaux métiers qui vont apparaître par la force des choses, mais ça va en détruire d'autres. Qu'en est-il de cette réflexion au niveau de la Fondation? Je pense que l'IA va renforcer d'abord les individus, métiers mis à part, qui sont tech-friendly et qui vont prendre la vague. Mais il ne suffit pas d'être tech-friendly. Prendre la vague suppose se former et suppose devenir bon manipulateur du digital et de l'IA. À côté, il y a des métiers qui sont vraiment, on va dire, en pleine émergence dans le domaine de la santé. C'est pour ça que l'approche de la Fondation a été de ne pas limiter la formation uniquement aux métiers classiques. Donc, il y a aujourd'hui, on forme des médecins, des infirmiers, des pharmaciens, des vétérinaires, mais on rajoute aussi des ingénieurs. Ça, c'est la première couche, le titre de chapitre. Mais vous avez des sous-couches et on retrouve des data scientists, on retrouve des data architectes, on retrouve des ingénieurs, voilà, des bioinformaticiens, etc., etc. Donc aujourd'hui, la Fondation est pleinement consciente qu'on aura besoin de nouveaux métiers et de nouvelles subspécialisations. À cela se rajoute aussi que tout système de formation doit être oxygéné, doit être aéré. D'où si vous suivez, bien sûr, et je suis sûr que vous suivez l'actualité avec les mémorandums d'entente et les conventions que signe la Fondation, on met obligatoirement dans nos partenariats la formation. Même quand elle n'intéresse pas le partenaire, on exige qu'il y ait une partie dédiée à la formation des plus jeunes. En général, on nous dit, bien sûr, oui, parce que tout le monde tient au succès de ces projets-là. Si on prend les gros partenaires qui sont aujourd'hui présents au niveau du GITEX, et sans faire de pub à qui que ce soit avec qui on avait des conventions déjà actives et on est rentré dans des conventions d'accélération, tous sont en train d'installer des centres d'excellence, de formation et de recherche au Maroc. Tous. Et pour cela, je trouve que vraiment l'approche de la Fondation, elle est vraiment à l'écoute des évolutions de notre temps. Professeur Heikel. Oui, moi je suis parfaitement d'accord, bien entendu. Moi j'ai l'intime conviction.
je n'utiliserai pas le mot détruire des métiers, mais Ils vont disparaître au moins. en construire d'autres. Ouais. En construire d'autres. Je veux dire, encore une fois, on crée de nouveaux métiers. On crée de nouveaux et des espaces. Mais par contre, et là où je rejoins le professeur Boutaïb, il faut qu'on ait cette capacité d'adaptabilité. Vous savez, aujourd'hui, moi je me rappelle à mon époque, on était des médecins, des purs cliniciens. Aujourd'hui, vous avez des médecins qui peuvent être ingénieurs, vous avez des médecins managers, vous avez des médecins managers, et donc il faut s'adapter. Donc l'IA, elle va créer de nouveaux besoins et il faut qu'on s'y adapte. Elle va créer maintenant de nouveaux espaces donc, de travail. Et bien sûr, et ça là où je suis d'accord avec vous, c'est que si on ne s'adapte pas, on n'a pas cette capacité d'adaptabilité. Et la Fondation, on a cette capacité, puisque nous formons à de nouveaux métiers. D'ailleurs, dans nos écoles d'ingénieurs, on n'a pas que l'ingénieur biomédical stricto sensus. On a une section qui fait de l'IA. Au centre de recherche, chez le professeur Boutaïb, il y a des bio-informaticiens. Je veux dire, c'est aussi de nouveaux métiers que nous créons parce qu'il y a de nouveaux besoins. La médecine a changé, ce n'est pas le même profil de médecin qu'il y a 40 ans ou 50 ans, d'ingénieur ou de journaliste ou d'hommes et femmes donc des médias. Et donc, je n'ai pas peur à la condition qu'on ait tous ensemble, de façon intelligente, une intelligence collective qui existe chez nous à la Fondation, de s'adapter à un nouveau espace de travail et d'intelligence collective demain. Vous savez ce qui va nous manquer finalement dans tout ça? Le serment d'Hippocrate. Ah, tout à fait, Voilà. c'est vrai. Est-ce que l'IA un jour sera amenée par la force des choses à faire ce serment d'Hippocrate? Moi, je pense que je vais peut-être très terre à terre. L'IA, ceux qui développent l'IA, évidemment, ils savent que si jamais un jour ils voudraient remplacer l'humain, ils ne pourraient pas. Parce qu'à la moindre erreur de l'IA, ils récolteraient un nombre incroyable de plaintes en justice, donc ils ne le feront pas. Donc aujourd'hui, je pense que la chimère d'une IA qui remplacerait certaines professions n'intéresse, elle ne fait l'intérêt d'aucun intervenant. Donc pour moi, par contre, j'imagine qu'il faudra plutôt adapter le serment en y incluant une phrase ou deux liées aux nouvelles technologies. Vous voyez, finalement, la réflexion n'est pas si bête que ça. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous. On Merci à vous. termine l'heure Merci des à vous. experts depuis le GITEX Africa consacré à la santé ici à Casablanca. Je remercie en votre nom, évidemment, le professeur Jafar Haïkel, directeur général, pôle stratégie, développement et relations internationales au sein de la Fondation Mohamed VI pour la santé et des sciences et de la santé. Je remercie également le professeur Saber Boutaïb, directeur général, pôle recherche et innovation, toujours au sein de cette même fondation. Encore une fois, merci beaucoup, Merci messieurs. Merci pour votre Merci à éclairage. vous. Merci de votre pour votre invitation. disponibilité et à très bientôt.